Aujourd'hui, nous allons parler de la Belgique. L'objectif de cette vidéo sera de vous présenter à travers des cartes d'abord générales, puis de plus en plus ciblées, les grands enjeux qui caractérisent le pays. C'est parti! Le Royaume de Belgique est un pays d'Europe de l'Ouest qui partage ses frontières avec la République française au sud, les Pays-Bas au nord, la République fédérale d'Allemagne à l'est et le Grand-Duché de Luxembourg au sud-est. Elle possède également 67 km de littoral qui débouche sur la mer du Nord. Le pays compte environ 1 700 000 habitants pour une superficie de 30 600 km², et sa capitale est Bruxelles. Après cette rapide introduction, un peu de géographie physique. 3 zones géographiques peuvent être distinguées. La basse Belgique, qui commence le long du littoral pour s'enfoncer à l'intérieur des terres, avec la plaine flamande et la Campine. La moyenne Belgique, qui s'élève progressivement vers les vallées de la Sambre et de la Meuse, une zone composée de bas plateaux limoneux et fertiles, où on y cultive principalement le maïs, le blé, le colza et les pommes de terre. Au sud commence la Haute-Belgique, région la plus boisée, avec le massif des Ardennes et les Hautes-Fagnes qui culminent à 694 mètres. La situation géographique de la Belgique, proche de l'océan, fait qu'elle hérite d'un climat océanique, donc très humide, avec une grande abondance de précipitations en toute saison. Les sols imperméables ont favorisé le développement d'un réseau de cours d'eau bien alimentés et au régime régulier. Les 2 grands fleuves qui traversent le pays, l'Escaut 430 km et la Meuse 950 km, drainent la presque totalité du territoire, mais ils n'ont ni leur source ni leur embouchure en Belgique. Tous 2 sont originaires de France et ont leur embouchure aux Pays-Bas. La Belgique est irriguée par un 3e fleuve, l'Isère, dont le bassin est presque entièrement côtier. Il vient également de France et se jette dans la mer du Nord après un parcours de 78 km. La frontière linguistique en Belgique est aussi une frontière administrative, fixée le 8 novembre 1962 à la suite de tensions communautaires et linguistiques qui régnaient dans le royaume. Le pays est alors divisé en 4 régions linguistiques. Le premier de langue néerlandaise au nord est appelé la Flandre. Le second de langue française au sud est appelé la Wallonie. Le troisième de langue allemande composé seulement de 9 communes tout à l'est du pays. Et la région de Bruxelles-Capitale qui est bilingue, française et néerlandaise. La population est très inégalement répartie sur le territoire belge, avec une majorité d'habitants dans la partie flamande et la région de Bruxelles, qui à elle deux représente 8 millions d'habitants, soit près de 70% de la population du pays. Tout au nord, la province d'Anvers, la plus peuplée, compte à elle seule 1,8 million d'habitants. La Wallonie est bien moins densément peuplée, surtout dans sa partie la plus au sud, qui s'ouvre sur le massif des Ardennes avec une topographie moins clémente. Cette carte fournit une vue d'ensemble de la géographie du commerce en Belgique. On y constate d'abord un fort contraste Flandre-Wallonie qui rappelle plus encore la carte de la densité de population. La Flandre a presque partout une densité supérieure à 200 habitants au kilomètre carré, alors que la Wallonie a une densité généralement inférieure à 100, sauf dans l'axe urbain et industriel allant de Mons à Verviers. Lorsque les régions à faible densité sont pourvues de pôles commerciaux, ceux-ci sont souvent assez importants, tant qu'à devoir couvrir de longues distances pour accéder au commerce, autant les regrouper. Ces contrastes entre régions francophones et flamandes sont aussi présents dans les écarts de revenus, visibles notamment avec le PIB par habitant. En 2019, il était en moyenne 37% plus élevé en Flandre qu'en Wallonie. Voyons pourquoi. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la Belgique fut grâce aux industries wallonnes principalement la 2e puissance économique, la 3e puissance industrielle et la 4e puissance commerciale du monde. La Wallonie était concentrée autour des industries lourdes, comme la sidérurgie, avec le charbon comme première source d'énergie, alors que la Flandre restait une région principalement agricole. Cette dernière commença à rattraper son retard technologique dès le début du XXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Si la Wallonie resta jusque dans les années 1970 beaucoup plus concentrée sur les vieilles industries qui avaient fait sa fortune, à l'inverse, la Flandre a exercé un attrait plus grand sur les investisseurs, ce qu'elle attribue en partie à son multilinguisme et surtout à une politique régionale plus dynamique, tournée vers l'extérieur avec le développement du commerce maritime. Grâce à son évolution économique favorable à l'après-guerre, la Flandre a également connu une activité de construction très importante, renouvelant une bonne partie du stock de logements existants. C'est notamment vrai pour les zones rurales, mais également pour la zone côtière, où l'établissement de domicile fixe s'associe à une intense urbanisation touristique de résidences secondaires. Les grandes villes comme Bruxelles, ainsi que le sud du pays, possèdent en revanche un parc immobilier globalement plus ancien,
hérité de la période d'industrialisation et d'urbanisation du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Construits pour une bonne partie avant 1945, ces logements sont plus souvent en mauvais état et insuffisamment équipés. Ils nécessitent généralement de véritables transformations plutôt que des rénovations légères. D'autres indicateurs mettent au jour des différences socio-économiques encore plus frappantes entre les deux régions, en commençant par l'espérance de vie, supérieure à 80 ans dans toutes les provinces flamandes et inférieure à 80 ans dans la région bruxelloise et dans toutes les provinces wallonnes. En 2019, le taux de pauvreté dans les provinces francophones et Bruxelles est 2 fois supérieur à celui de Flandre. Idem pour le taux de chômage. La Wallonie travaille néanmoins à rattraper ce retard en tentant également d'attirer des investisseurs avec des plans de relance successifs et colossaux se chiffrant en milliards d'euros depuis le début des années 2000. 2 de ces indicateurs, le PIB par habitant et l'espérance de vie à la naissance, sont d'ailleurs intégrés dans l'indice de développement humain. Même si l'écart n'est pas très conséquent à l'échelle du pays, il est un peu plus élevé au nord et autour de Bruxelles. Au moment de sa création en 1830, le nouvel État belge adopte comme seule langue officielle le français, alors langue des élites politiques et économiques. Une grande partie de la population du nouvel État parle cependant des dialectes flamands ou wallons qui, contrairement au français, sont loin de former une langue homogène. En réaction à la création d'une Belgique francophone, un mouvement se constitue en vue de défendre l'identité linguistique et territoriale de la Flandre. Un premier recensement de la population effectué en 1846 montre que la population parlant les dialectes flamands est majoritaire dans le pays. Dans un premier temps, le mouvement flamand obtient la reconnaissance du néerlandais comme langue officielle à égalité avec le français. Mais craignant toujours pour la survie de leur langue, ceux-ci veulent que soit tracée une frontière administrative séparant le nord et le sud. Cette frontière est instituée en 1921 et son tracé définitif sera établi en 1962. Dans les années 60, le processus enclenché côté flamand va trouver un certain écho en Wallonie. Les aspirations des Wallons à plus d'autonomie dans les matières économiques et sociales pour faire face au déclin industriel de leur région, combinées aux revendications d'ordre linguistique et culturel côté flamand, vont faire évoluer le modèle institutionnel belge vers le fédéralisme. Des compétences et des masses financières importantes sont transférées à de nouvelles entités, enseignement, culture, économie, emploi et développement des infrastructures, ports, routes, etc. Si les partis séparatistes ont pu représenter jusqu'à 40% des voix aux élections de 2010, cette carte datant de 2012, la proportion des Flamands désirant aujourd'hui que leur région devienne un État indépendant ne dépasse cependant pas les 15%. Un chiffre qui n'a d'ailleurs pas vraiment évolué depuis 10 ans. L'explication de cette stabilité est assez simple. Pour les Flamands, ces crises n'ont jamais eu pour objet l'existence de la Belgique, mais portaient sur la réforme de son mode de fonctionnement. Le quiproquo entre Belges flamands et francophones sur ce point ne manque d'ailleurs pas d'étonner, puisque ce sont les francophones qui évoquent le plus souvent la fin du pays, censée être provoquée par des Flamands qui n'en ont pour la grande majorité pas vraiment envie. Au-delà des identités traditionnellement observées en Belgique, il convient également de mentionner la présence et la persistance des identités d'origine étrangère. La part de la population d'origine étrangère en Belgique est l'une des plus importantes au monde, plus encore que celle de pays neufs comme le Canada ou les États-Unis. Cette diversité ne connaît d'ailleurs pas de frontières linguistiques, puisqu'en Flandre, 25% des enfants nés en 2021 n'ont pas le néerlandais pour langue maternelle. Cette proportion atteint même 40% dans les centres-villes d'Anvers et de Gand. Dans ces conditions, comment croire en l'édification d'une nation flamande fondée sur la langue ? Car si la grande majorité des populations d'origine étrangère est bien intégrée, elles n'en conservent pas moins leur identité d'origine. C'est le cas des Français et Néerlandais, installés respectivement proches de la frontière de leur pays d'origine, mais également des Italiens de Wallonie, qu'on voit très distinctement sur cette carte. Une immigration qui a débuté à la Renaissance, avec l'installation de marchands, puis qui s'est prolongée tout au long du XIXe siècle. Des particularités à l'origine de bien des incompréhensions pour les Français, dont je fais moi-même partie, et qui tentent d'appréhender le cas belge. En effet, la République française est indivisible, unilingue et uniculturelle. Pour quelqu'un formé dans ce moule intellectuel et cette conception de l'État-nation, le cas belge ne peut que dérouter. Avec ses régions, ses communautés, sa frontière linguistique, son multilinguisme et ses médias différents à l'intérieur d'un même pays, la Belgique peut apparaître comme une aberration de l'histoire. Reste que cela dure depuis maintenant presque 2 siècles, ce qui fait de la Belgique l'un des plus vieux États européens. Parmi les 27 États membres de l'Union européenne, seuls 8 existaient déjà en 1830. La Belgique continuera sans doute d'exister en tant qu'État, avec des identités entremêlées qui font d'elle ce qu'elle est. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère vous avoir appris des choses, ou du moins avoir éclairci certains points. Sachez que j'ai largement simplifié certains sujets pour ne pas rendre la vidéo trop longue. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt!